Bonsoir! Bonsoir le monde! Aujourd'hui, on va parler de la mort de célébrités. On sait bien qu'à chaque fois qu'une star décède, ça prend pas de temps avant que quelqu'un commence à parler d'un complot. Hein? Puis souvent, c'est n'importe quoi. Mais il y a des fois où le doute est permis. Ce soir, on va vous parler de la mort de 2 célébrités que vous connaissez. Mais savez-vous tous les détails qui entourent leur mort? C'est loin d'être clair. Encore aujourd'hui, c'est encore très, très mystérieux. N'est-ce pas, Marilyn? Si, alors restez avec nous pour découvrir la vérité totale. Elle est en beauté, n'est-ce pas, ce soir? Alors, commençons avec justement Marilyn Monroe, l'ultime sex symbole de Hollywood, n'est-ce pas? C'est bien connu maintenant, tout le monde le sait. Marilyn a eu une existence tragique. Ben oui, elle n'a jamais connu son père et sa mère avait de graves problèmes psychologiques. Elle n'était pas en mesure de s'occuper d'elle. Oui, puis pire encore, Marilyn aurait subi des abus sexuels dans pas mal de foyers dans lesquels elle a vécu. Et tout ça a laissé de profonds traumatismes en elle. Et elle a recherché l'amour auprès de tous les hommes de sa vie sans jamais vraiment réussir à le trouver, n'est-ce pas? Enfin bref, elle rêvait d'être une vraie vedette de cinéma. Mais Hollywood l'a maintenue confinée dans son rôle de sex symbole, de ravissante blonde idiote. Elle valait beaucoup plus que ça. Alors pour commencer, une brève mise en contexte, 1962 a été une année difficile pour Marilyn. Son dernier film, The Misfits, ou Les Désaxés en français, a été un échec. Commercial en tout cas, et critique aussi. Elle se remet d'une opération à la vésicule biliaire et d'un séjour à l'hôpital psychiatrique. Oui, elle a été internée à l'hôpital psychiatrique pour ses problèmes psychologiques. Elle souffrait d'une grave dépression et son addiction à l'alcool et au barbiturique commençait sérieusement à affecter son comportement, qui devient de plus en plus erratique. Elle arrive toujours en retard au tournage. Elle a du mal à se souvenir de ses textes et même de jouer. La 20th Century Fox l'a virée du tournage de son dernier film qui restera inachevé, Something's Got to Give, après qu'elle ait causé un retard de 10 jours dans la production, mais l'a réengagée, parce qu'évidemment, elle était irremplaçable. On ne peut pas remplacer elle par Madonna! Mais en plus de tout ça, au début de cette année-là, 1962, Marilyn s'est beaucoup fait remarquer lors d'un événement très médiatisé, la célébration du 45e anniversaire de JFK, John Fitzgerald Kennedy, avec son embarrassante interprétation, légèrement intoxiquée, mais ô combien sensuelle, je dirais même un peu trop sensuelle, de son Happy Birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Eh oui, ça Avec fait... sa robe transparente, hein? C'est cela. T'entends moi beaucoup. Ça fait courir de drôles de rumeurs sur la nature de la relation entre la star et Monsieur le Président. Mais Monsieur le Président était cochon! Alors, d'abord les faits. Nous sommes le 4 août 1962.
Plusieurs personnes ont déclaré avoir vu ce jour-là Marilyn se disputer avec plusieurs personnes différentes, dont son attaché presse et ami Pat Newcomb, mais aussi le beau-frère du président et le frère de JFK, Bobby Kennedy. Ils lui ont tous rendu visite au moins 2 fois et chaque fois, Marilyn leur a crié de partir. C'est bizarre, hein? À la demande de la star, le psychanalyste qui la traitait, le Dr. Ralph Greenson, est aussi venu la voir ce jour-là, entre 16h30 et 17h. Inquiet de l'état anxieux et déjà hautement intoxiqué de Marilyn, il a demandé à la gouvernante de la star, Eunice Murray, un nom qui va revenir souvent, vous allez voir, de passer la soirée et la nuit avec elle dans sa maison, au cas où il arriverait quelque chose. Il sentait peut-être que quelque chose allait arriver, ou il savait. Aha! C'est pas clair, c'est pas clair. Alors, vers 19h45, l'acteur Peter Lawford, le beau-frère de Kennedy, qui était acteur de cinéma, qui était aussi un ami proche de Marilyn, appelle celle-ci pour tenter de la convaincre de le rejoindre, lui, à une fête entre amis, pour qu'elle se change les idées. Mais Marilyn refuse son invitation. Vers 22h, Marilyn a voulu appeler son photographe, mais elle n'a réussi qu'à parler à la standardiste de son bureau. Marilyn n'était pas, selon la femme, dans son état normal. Elle avait beaucoup de mal à parler et son discours était incohérent. Alors cette conversation téléphonique fut la toute dernière fois que quelqu'un a entendu la voix de Marilyn. Ben oui. Et selon son certificat de décès et le rapport d'autopsie, durant cet appel, Marilyn était vraisemblablement en train d'agoniser. Ben oui. La femme de ménage de Marilyn, Eunice Murray, quelques heures plus tard, a vu de la lumière dans sa chambre et a constaté que la porte de sa chambre était fermée à clé. Mais Marilyn ne lui répondait pas quand elle l'appelait par son nom. Inquiète, elle a décidé d'appeler le Dr. Greenson, son psychiatre, de même que son médecin personnel. Dans la nuit du 4 au 5 août 1962, la superstar Marilyn Monroe est retrouvée sans vie dans son lit, dans sa demeure de Los Angeles, par son psychanalyste. Elle était nue, étendue sur son lit, à plat ventre, et sur la table de chevet, une bonne 15aine de flacons de médicaments s'y trouvaient, dont du Nambutal, un puissant anesthésiant. La police a estimé sa mort aux alentours de 22 heures. La fenêtre de la chambre était brisée. Le docteur Greenson a déclaré à la police que c'est lui-même qui l'a cassée pour pouvoir entrer dans la chambre, parce que la porte était soi-disant verrouillée. La gouvernante, le psy et le médecin ont mis au moins 4 bonnes heures, au moins, avant de se décider de prévenir la police. Et ça, c'est vraiment étrange. Qu'est-ce qu'ils ont fait durant tout ce temps? On ne le saura jamais. Quand on a demandé à Eunice Murray et le Dr. Greenson d'expliquer cet interminable délai, ils ont dit qu'ils étaient choqués, ne savaient pas quoi faire et ont décidé d'appeler les patrons de la 20th Century Fox, le studio de cinéma, plutôt que la police. La gouvernante Murray n'a pas arrêté de changer les détails de son récit à chaque fois qu'on l'a interrogée. Elle n'avait jamais la même version, jamais tout à fait, notamment sur l'heure des faits. Alors, théorie officielle, le suicide. Étant donné ses antécédents psychologiques, sa dépression et ses 3 autres tentatives de suicide qu'elle avait fait, cette théorie, c'est sûr, est tout à fait crédible. D'ailleurs, son journal intime semble confirmer son état d'esprit. Elle y écrit, entre autres, des phrases comme « Je suis seule, je suis toujours seule, quoi qu'il arrive ». Terrifiée depuis toujours à l'idée de finir folle comme sa mère, Marilyn prenait de plus en plus de tranquillisants, de somnifères
et d'autres barbituriques avec de l'alcool en grande quantité. Mais il y a des détails de cette théorie qui clochent sérieusement. Alors, le premier. Le corps est étendu sur le lit à plat ventre, les jambes et les bras allongés. C'est pas du tout la position normale dans les cas d'une overdose de médicaments. La position normale, c'est recroquevillé à cause des douleurs intenses que la victime subit à l'estomac. De plus, la victime a toujours le réflexe de vomir et il n'y avait aucune trace de vomissure dans la chambre. Aussi, il y avait des ecchymoses sur son corps, dont une grosse sur une fesse. Le corps de Marilyn contenait une quantité de drogue suffisante, attention, pour tuer 10 personnes. 46 ou 47 comprimés, une quantité impossible à avaler, étant donné que l'évanouissement surviendrait déjà après l'absorption d'une dizaine de comprimés. Sur sa table de chevet, il y avait une quinzaine de flacons de médicaments, mais aucun verre d'eau, ni dans la chambre de bain. La chambre semblait avoir été nettoyée juste avant l'arrivée de la police. La gouvernante Murray aurait même, de son propre aveu, lavé et séché les draps. L'analyse de ces organes, tels que le rein et le foie, n'ont jamais été rendus publics et plusieurs prélèvements ont mystérieusement été jetés. Mystère. Son ami Peter Lawford, l'acteur, a affirmé qu'elle n'avait pas de pensée suicidaire. Au contraire, elle avait des projets. Elle voulait reprendre sa carrière et comptait se remarier avec son premier amour, l'ancien joueur de baseball Joe DiMaggio. Elle était excitée de raconter ça à son ami. Théorie numéro 2. Elle aurait été tuée par la CIA. Ah, ça c'est ma théorie préférée. C'est un secret de polichinelle que Marilyn entretenait une relation extra-conjugale avec le président John Fitzgerald Kennedy. D'ailleurs, il n'avait pas que Marilyn comme maîtresse, il en avait des tas et sa femme était au courant et l'acceptait. Mais elle n'avait pas le choix, hein? À cette époque-là, Mais ta gueule. JFK était un homme marié et il n'était pas question de ternir son image de citoyen américain modèle. Hein? Marilyn a fini par comprendre que leur relation était sans avenir et s'est donc tournée vers Robert Kennedy, le frère de John, qui était à l'époque le procureur général et ministre de la Justice américaine. Selon d'autres sources, c'est John qui aurait chargé son frère, Bobby, de faire comprendre discrètement à Marilyn que leur relation devait absolument cesser. Et ce serait en remplissant cette délicate mission que Bobby aurait succombé au charme de la star. Où est la vérité, on ne saura jamais clairement. Non. Mais clairement, il y avait quelque chose qui se passait entre les deux hommes et elle. Apparemment, Robert Kennedy était un homme très bavard et il ne faisait aucunement attention aux infos qu'il partageait avec Marilyn sur l'oreiller. C'est ça. Fait qu'il a dormi avec elle, il dit, mais imagine, la semaine prochaine j'ai un projet. Ben- Il faut que j'envoie les cosmonautes sur la Lune. T'es pas loin de la vérité. Uh-huh. Il parlait aussi bien de ses préférences culinaires, hein, ses repas préférés, que de la façon dont la défense américaine comptait s'y prendre pour neutraliser Fidel Castro. Nous savons tout ça grâce au journal intime que tenait Marilyn. Les services secrets se sont vite rendus compte que Marilyn en savait beaucoup trop et qu'elle commençait à répandre ces informations classées secret défense et que la situation constituait un danger pour la sécurité nationale américaine. C'est sérieux, là. La CIA, qui redoutait que Monroe parle trop et croyait aussi qu'elle flirtait avec des communistes, parce qu'à l'époque, tout le monde avait peur des communistes, elle avait mis la maison de la star sur écoute et enregistrait la moindre conversation intime que Marilyn pouvait avoir avec tous ses amis proches. Et dans l'une de ces conversations enregistrées, Marilyn
a fait part à un proche de ses intentions de tenir une conférence de presse pour révéler toute la vérité sur les Kennedy. Ouch! Le soir même de la célébration de son 45e anniversaire, JFK avait décidé de faire couper la ligne directe qui le reliait à Marilyn. Et il demanda à Bobby de lui faire savoir que leur relation était terminée et qu'il ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Elle se mit à le harceler et à le menacer de révéler ses confidences. Il faut pas dire ça jamais, là. Sinon... Selon d'autres sources, ce qu'elle s'apprêtait à dévoiler concernait plutôt des preuves de l'existence des extraterrestres. Tant qu'à y être, hein? Je trouve ça fort, mais on sait jamais. On sait On jamais. sait jamais. Alors, l'expert en surveillance, Reed Wilson, a eu accès à ces enregistrements. On peut y entendre Marilyn dire, entre autres choses, en parlant des frères Kennedy, elle a dit « On me passe de l'un à l'autre. J'ai l'impression de n'être qu'un morceau de viande. Et éloigne ton frère de moi. Je vous hais tous. » Uh-huh. Quand j'ai dit au début que Marilyn a cherché l'amour auprès de tous les hommes de sa vie sans jamais vraiment le trouver, en fait, c'est pas vraiment la vérité. Il y a au moins un homme qui l'a vraiment aimé et qu'elle aimait aussi. Et cet homme, c'est l'ancien joueur de baseball Joe DiMaggio. Il s'était marié en 1954, mais DiMaggio voulait faire de Marilyn une parfaite housewife, une épouse qui reste sagement à la maison pour s'occuper de lui et lui préparer de délicieux repas. En d'autres mots, il voulait que Marilyn renonce à sa carrière pour lui, et bien sûr, c'était hors de question pour Marilyn. Mais ces différences irréconciliables n'ont jamais vraiment tué, malgré tout, l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Au moment du divorce, Marilyn était inconsolable, comme le montrent de célèbres photos de paparazzi de l'époque. Dans la biographie de Joe DiMaggio, rééditée en 2017, Joe déclare qu'il a toujours su qu'il reviendrait tôt ou tard avec sa Marilyn, et c'est ce qu'il s'apprêtait à faire juste avant qu'elle ne décède. Mais dans ce même bouquin, DiMaggio a aussi dit d'autres choses très intéressantes, comme le fait que Marilyn lui avait dit que les Kennedy projetaient de l'éliminer. Aussi que le clan Kennedy avait déjà éliminé d'autres conquêtes gênantes avant elle, et qu'il s'en était toujours sorti sans problème. Et il a aussi dit qu'il a toujours su que les Kennedy étaient derrière la mort de Marilyn, mais qu'il n'a jamais parlé parce qu'il ne voulait pas causer un scandale politique énorme qui aurait sans doute mené à une révolution. Wow! Quelle histoire! Intéressant, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a une troisième théorie, l'erreur médicale. Son estomac a été analysé et on a constaté qu'il était vide. Alors, le procureur en charge de l'enquête sur le décès de Marilyn, John Miner, qui était présent lors de l'autopsie, a révélé plus tard que la seule explication pour la présence de toutes ces barbituriques dans son système semble être un lavement au barbiturique. C'est-à-dire qu'on dissout tous les comprimés avec un liquide, on insère la pompe dans l'anus et on insère le tout. Mm-hmm. C'est encore plus efficace que par la voie orale. Mm-hmm. L'auteur Michel Contant et le biographe Donald Splotto résument cette théorie comme suit. Marilyn était résolue à dire à son psy, le docteur Grinson, qu'elle comptait mettre un terme à sa thérapie. Ce qui voulait dire beaucoup moins de revenus pour le monsieur. Il aurait tenté de dissuader Monroe en lui démontrant qu'elle ne pouvait pas cesser brutalement sa thérapie, qu'elle avait toujours besoin de médicaments. Et Marilyn, de plus en plus agitée, angoissée, a abusé de Nambutal durant l'après-midi. Avant de quitter la maison de Marilyn, Grinson, qui ne sait pas combien de gélules sa patiente vient d'absorber, demande à Mme Murray de lui faire un lavement à l'hydrate de chloral.
un sédatif efficace afin de lui assurer une nuit calme et réparatrice. Et c'est ce mélange qui lui aurait été fatal. C'est un fait que l'hydrate de chloral, s'il est mélangé avec du Nambutal, peut s'avérer mortel. L'hydrate de chloral a justement été détecté par le médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie de Marilyn, le docteur Nobushi, de même qu'un taux énormément élevé de barbiturique dans son sang. La détective Becky Altringer, qui a rouvert le cold case de Monroe, a déclaré au magazine Sun avoir trouvé, au cours de son enquête dans la librairie de l'Université de Californie à Los Angeles, une mystérieuse boîte archivée par le Dr. Greenson. Une boîte qui serait scellée jusqu'en 2039. Altringer affirme que les réponses aux nombreuses questions entourant la mort de Marilyn se trouvent certainement dans cette boîte. Sa théorie, tenez-vous bien, est que Greenson aurait injecté une dose mortelle de pentobarbital à l'actrice à la demande de JFK. Là, on a les deux théories ensemble. C'est intéressant. Oui. Alors, en conclusion, j'ai toujours cru à la conspiration entourant les Kennedy. J'y crois encore. Mais j'avoue que la théorie de l'erreur médicale, pour moi, c'est très crédible que pour couvrir une grosse erreur médicale, il y a eu un consensus pendant ces 4 heures-là. Chut, on n'en parle pas. C'est très possible, c'est très crédible. On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je pense qu'à Hollywood, il y a beaucoup de morts à overdose, oui, mais c'est quand même bizarre. Puis, comme moi, je pense que Marilyn Monroe savait beaucoup trop sur Kennedy, puis elle voulait dire quelque chose de ça, peut-être. Comme je dis, on ne saura jamais. Non. Mais on peut s'imaginer. Alors, le deuxième cas auquel on va s'intéresser, c'est celui de Kurt Cobain. L'icône des années 90. Mais oui, mon amoureux, là! J'adore Kurt Cobain. Né à Seattle, à Washington, d'un modeste mécanicien et d'une modeste serveuse, Kurt Cobain n'a pas eu une enfance facile. Ses parents divorcent alors qu'il n'a que 9 ans et le petit Kurt changera constamment de foyer. Il vivra d'abord chez sa mère, ensuite chez son père, chez des oncles, des tantes, chez ses grands-parents, puis il reviendra chez sa mère qui finira par le mettre à la porte. Il est ensuite hébergé par des amis. Kurt est frêle et il a souffert d'une scoliose quand il était petit, ce qui lui a laissé une santé fragile. Il souffre aussi du trouble de déficit de l'attention, ce qui mènera à des échecs scolaires, un manque d'estime de soi et un repli social. Mais oui, un soir, alors qu'il rentre du collège avec 2 de ses camarades, il passe par les bois et découvre le cadavre d'un homme pendu. Fasciné, il reste plus d'1 heure près du cadavre. Cet événement va le marquer et il développera une étrange fascination pour le corps humain. Ouais, un peu malsaine. À 17 ans, il réalise des films d'horreur amateurs avec son ami et futur bassiste de Nirvana, Krist Novoselic, dont un court-métrage qu'il intitule Kurt's Bloody Suicide, qui est trouvable sur YouTube. Quelqu'un l'a uploadé. Ben oui. Il trouve plus tard refuge dans une maison délabrée et il travaille comme homme à tout faire dans un hôtel. Et bien sûr, la musique devient son principal échappatoire avec l'écriture. Ça lui permet d'exprimer tout ce qu'il ressent, tout son mal-être. C'est avec son ami Novoselic, aussi fan de punk rock, qu'il fondera le groupe Nirvana. Comme on le sait, avec plus de 30 millions d'exemplaires de leur 2e album Nevermind, Nirvana est vite devenu l'un des groupes les plus populaires au monde, carrément. Mais c'est pas ce que Cobain voulait, et il vivra très mal cet immense succès.
Pendant la majeure partie de sa vie, Kurt a souffert de bronchite chronique et de douleurs intenses à l'estomac. Il consultera de nombreux spécialistes, mais sans jamais réussir à obtenir de diagnostic. Il essaiera bien sûr plusieurs traitements, dont beaucoup de codéine. Apparemment, il buvait du sirop pour la toux de manière excessive. Ses violents maux d'estomac et ses vomissements sanguignolants vont amplifier son étrange fascination pour les fonctions organiques et les fluides corporels. La mort, mais aussi les débuts de la vie, le fascinaient. Il était à la fois dégoûté et fasciné par les fœtus humains. Tout ça va se refléter dans sa musique et les paroles de ses chansons. Mais tu sais qu'il y a une solution pour... si t'as mal, alors, tu peux toujours... Mhm. C'est Non, drôle je que niaise. c'est drôle que tu parles de ça parce que Faites pas ça. non mais c'est drôle que tu parles de ça à ce moment parce que beaucoup pensent comme toi. Ils pensent que s'il a commencé à consommer de l'héroïne à 19 ans, c'était d'abord pour soulager ses douleurs à l'estomac. Et c'est fort probable. Oui. Mais plusieurs de ses proches s'entendent pour dire que même s'il en prenait de temps en temps, ce n'est qu'après sa rencontre avec une certaine Courtney Love qu'il s'est mis à en consommer de façon régulière et excessive, et que c'est sous son influence à elle qu'il a développé sa terrible addiction à cette drogue. Kurt rencontre Courtney Love à Portland en mai 1991, juste après un concert de Nirvana, et les deux commencent à se fréquenter régulièrement à partir de l'automne de la même année. Quelques jours après la fin d'une tournée du groupe, Kurt et Courtney se marient à Hawaï et leur fille, Frances Bean Cobain, voit le jour le 18 août 1992. Son second prénom, Bean, fait référence à la forme de haricot qu'avait le bébé lors des échographies, qui évidemment fascinait Kurt. Alors, le 1er mars 1994, après un concert à Munich, en Allemagne, Kurt souffre d'une bronchite doublée d'une laryngite. Son état est préoccupant. Le lendemain, il va se faire soigner à Rome. Courtney le rejoint 2 jours plus tard. C'est important de préciser. Le matin suivant l'arrivée de Courtney, pas avant, Kurt fait une overdose, soi-disant d'un mélange d'héroïne, de champagne et de rohypnol. Mais c'est extrêmement bizarre, désolé que je te dis, mais parce que Rohypnol, tu sais c'est quoi? C'est des drogues de viol. Oui, parce que ça cause des blackouts. C'est ça? C'est l'une des drogues utilisées. Mais ouais, là, mais pourquoi il va prendre ça? C'est ça. n'a aucun sens. Ça fait partie du mystère. Oui. Il est conduit d'urgence à l'hôpital où il passe le reste de la journée inconscient. Il retournera chez lui à Seattle 5 jours après. Mais voyons. Courtney déclarera beaucoup plus tard, publiquement, que cet incident était en réalité la première tentative de suicide de son mari. C'est ça. Elle a dit aussi que le médecin à Rome a retiré pas moins de 60 comprimés de rohypnol de son estomac. Mais voyons donc. 2 semaines plus tard, le 18 mars, la police reçoit un appel de Courtney qui affirme que son mari s'est enfermé dans le placard, dans leur demeure, avec une arme à feu et qu'il a carrément l'intention de se tuer. Encore. La police se rend sur place et réquisitionne plusieurs armes. Mais Kurt leur dit qu'il n'est pas du tout suicidaire, que s'il s'est bien enfermé seul dans le placard, c'est pour fuir sa femme hystérique et dangereuse dont il avait peur. Suite à cette affirmation, Courtney est bien sûr interrogée par la police parce que c'est bizarre, là, il y a une contradiction, hein? Et elle finit par admettre qu'effectivement, Kurt n'a pas évoqué le suicide et qu'en réalité, elle ne l'a même pas vu avec une arme ce soir-là. Mais C'était ouais, juste ouais. de l'inquiétude pour son âme. Mais oui. C'est ça. Le 25 mars, Courtney Love organise pourtant, suicide ou pas, elle organise une intervention choc pour son mari. Elle réunit des amis proches
pour tenter de convaincre Kurt d'accepter enfin de suivre un traitement pour lutter contre sa dépendance à l'héroïne. Ben voyons donc. L'ancien manager de Nirvana, Danny Goldberg, qui était présent à ce pénible événement, a décrit Kurt comme extrêmement réticent et niant catégoriquement avoir un comportement autodestructeur. Il a nié, il a dit que ce n'est pas vrai. Pourtant, à la fin de la journée, je pense qu'il n'y avait pas de choix, on conduit Kurt à un centre de désintox le 30 mars. Cobain entre, d'après moi, contre son gré, à l'Exodus Recovery Center situé à Los Angeles. Précisons que pendant son court séjour au centre de désintox, parce qu'il n'y a pas resté longtemps, Courtney a fait de multiples tentatives pour lui parler et qu'il a refusé ces conversations. C'est ça, il voulait pas parler de tout. Non. La nuit suivant son admission, Kurt serait sorti pour fumer une cigarette. Puis, il aurait escaladé un mur et se serait échappé de l'établissement, pris un taxi pour se rendre à l'aéroport et pris l'avion pour revenir à Seattle. Les jours suivants, il sera aperçu par plusieurs personnes dans la ville, mais sa famille, sa femme et ses amis ignorent où il se trouve. Le 3 avril, Courtney engage le détective privé Tom Grant, qui va jouer un gros rôle dans cette affaire. Elle engage le détective pour qu'il retrouve son mari disparu. Le lendemain, Courtney remplit un avis de recherche. Et elle le fait sous le nom de Wendy, la mère de Kurt. Elle remplit un avis de recherche pour trouver son mari disparu, mais elle imite la signature de la mère de Kurt. Pourquoi? Et elle a écrit dans cet avis que Kurt est suicidaire, encore une fois, et qu'il a acheté un fusil de chasse qu'il a avec lui. Durant l'enquête qu'essaiera de mener le détective Grant de son mieux pour retrouver son mari, Courtney Love va se comporter de façon très, très bizarre. En passant tout son temps à Los Angeles, à se droguer, à faire le party avec des amis et en ne se montrant pas du tout coopérative à l'enquête. Non. Elle va notamment refuser que Brent installe des caméras de surveillance autour de la maison du couple à Seattle au cas où Kurt reviendrait à la maison, ce qui est la première chose à faire quand on recherche quelqu'un qui est disparu. Exact. Ça, pour le détective, c'est absolument incompréhensible. Et l'attitude de Courtney, qui s'obstine à rester à Los Angeles sous prétexte qu'elle a des affaires importantes, personnelles, dont elle doit s'occuper. C'est complètement débile. Ça, plus le fait qu'elle semble manifester aucune sincère inquiétude pour son mari disparu, seulement de la colère. Tout ça va paraître au détective de plus en plus suspect, au point où son enquête va se diriger vers Courtney, celle qui l'a engagée. Parce que si on prend ne serait-ce qu'un instant pour imaginer un scénario plus sombre que celui qu'elle raconte, un scénario dans lequel Courtney jouerait un rôle beaucoup plus sinistre, là, tout à coup, son comportement prend tout son sens. Elle a tout intérêt à se tenir le plus loin possible de la scène du crime à venir. Son attitude détachée s'explique aussi. Elle est au courant de ce qui se passe et elle ne ressent rien. Les faits. Le 8 avril 1994, c'est un électricien nommé Gary Smith qui découvre le corps de Kurt dans une pièce qui servait de serre et de débarras au-dessus du garage de la maison du couple à Seattle. La scène du drame, même si à première vue évoque sans ambiguïté celle d'un suicide, comporte pourtant des tonnes d'éléments qui clochent sérieusement. La police découvre sur le cadavre de Kurt un fusil Remington M11 et à ses pieds se trouve une petite boîte contenant les cartouches du fusil. À une certaine distance du corps se trouve une petite boîte de cigares en fer contenant le parfait kit d'héroïnomane,
avec la seringue parfaitement nettoyée et rangée avec grand soin dans la petite boîte. Pourtant, sur le plancher se trouve un certain bordel, hein? Des mégots de cigarettes, une paire de lunettes de soleil, une tuque, un beanie. Au-dessus d'une jardinière se trouve, parce qu'on est dans une serre, se trouve ce qui semble être une lettre d'adieu, épinglée par un stylo qui est planté dans la terre de la jardinière. Un stylo rouge. La police accepte tout de suite la thèse du suicide. Et elle prend quelques clichés sans prendre aucune précaution. Elle manipule les objets autour. Par exemple, elle sort son permis de conduire de son portefeuille pour identifier le chanteur. Puis, les policiers posent fièrement l'air de dire « Nous sommes chez une célébrité ». La date de la mort est estimée au 5 avril, soit 3 jours avant la découverte du cadavre et 2 jours après que Courtney ait engagé le détective. La police, tout de suite, a classé l'affaire comme étant un suicide. Ils n'ont jamais émis le moindre doute. Ils ont tout de suite accepté la thèse du suicide fournie par Courtney. Pourtant, cette Courtney a signalé la disparition de son mari, mais n'a jamais pensé à vérifier s'il se trouvait dans leur propriété. Rappelons qu'elle avait menti à la police moins de 3 semaines avant, quand elle l'avait appelé pour signaler une tentative de suicide complètement fausse, alors que Kurt avait, quant à lui, carrément dit aux policiers qu'il avait peur de sa femme. La police avait toutes les raisons de douter de cette femme. Sans parler du fait que Courtney avait faussé l'avis de recherche en le signant du nom de la mère de Kurt, ce qui est illégal. Oui. Je veux dire, qu'est-ce que ça prend pour qu'il y ait un soupçon à un moment donné, ou un doute, juste un doute. Officiellement, l'autopsie confirme cette thèse. Le suicide. Officiellement. Le corps de Kurt sera incinéré 6 jours après qu'on l'ait découvert. Incinéré, il n'existe plus. Une analyse et une prise d'empreinte sera finalement effectuée sur l'arme du crime, mais 30 jours après le drame. Vous imaginez combien de personnes ont manipulé cet objet? Évidemment, ils n'ont trouvé aucune empreinte utilisable. Après tout ce temps, après toutes ces manipulations, l'arme a été... Ah oui, ça c'est... Vous allez... C'est incroyable, mais c'est vrai. L'arme a été rendue à Courtney, qui l'a fait fondre. Oui. Ça n'a aucun sens. On verrait ça dans un film, on dirait, ben voyons donc, la police agirait jamais comme ça. Mais pourtant, c'est le cas. Ben, je me demande combien justement la police elle a pris. Hein? Combien? Ouais. Combien elle a donné? Alors, Courtney n'a jamais été inquiétée. Elle n'a jamais été interrogée. Ses paroles n'ont jamais été mises en doute. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est incroyable. Le coroner Cyril Wecht, une légende dans le domaine médico-légal qui compte plus de 70 ans de métier. Le bonhomme, il a 93 ans et il exerce toujours avec la même énergie et la même passion. C'est incroyable. Il a effectué plus de 21 000 autopsies durant sa carrière et a supervisé 41 000 autres autopsies. Il a entre autres travaillé sur le cas de JFK, sur Marilyn Monroe et beaucoup d'autres affaires célèbres. Il dit que dans tous les cas de mort suspecte sur lesquels il a travaillé, jamais il a vu un cas d'overdose d'héroïne combiné avec un suicide par une balle dans la tête. Parce que c'est tout simplement impossible et c'est ridicule de dire que Kurt ait pu s'injecter une dose presque 4 fois supérieure à la dose fatale, puis tranquillement nettoyer sa seringue, la replacer dans sa petite trousse, puis prendre le fusil, se mettre le canon de l'arme dans la bouche et tirer. Selon l'expert, c'est tout simplement impossible. Les effets de l'héroïne sont immédiats. Et avec une telle dose, Cobain aurait tout de suite perdu conscience. C'est ça.
Mais même, supposément, c'est n'importe quoi, mais supposément qu'il a fait ça, puis ça marchait. Pourquoi tu veux suicider comme ça si tu as déjà fait overdose? Ça n'a aucun sens. C'est Tu un comprends? ou l'autre. Une dose aussi débile. forte va te tuer. Ouais. C'est Complètement inutile de se tirer une balle. Grant a aussi fait remarquer que sur les rares photos et croquis de la police, le fusil utilisé par Kurt était tenu par la main gauche du cadavre. Comme l'arme était à l'envers, la douille éjectée de la chambre de l'arme aurait Le dû chargeur, oui. aurait dû atterrir à droite du cadavre. Hein? Et non à sa gauche, où elle a été retrouvée. Comment expliquer Mais ça? tu te shoots, puis la balle fait wow! Et elle tombe sur la gauche. Elle était comme, moi j'ai pas vous! C'est évident que quelqu'un l'a drogué, puis, une fois qu'il est tombé inconscient, il l'a achevé avec le fusil. Pendant son enquête, alors qu'il travaillait toujours au service de Courtney, celle qui l'a engagé, Grant a eu accès à la fameuse lettre de suicide de Kurt et il l'a photocopiée et rendue publique. Et la seule partie qui ressemble à une lettre de suicide vraiment, c'est le dernier paragraphe qui se démarque complètement parce qu'il ne ressemble pas au reste de la lettre. Selon Grant, il ne s'agissait pas d'une lettre de suicide au départ, mais d'une lettre de Kurt annonçant ses intentions de quitter sa femme et aussi probablement l'industrie de la musique parce qu'il en avait marre de sa célébrité. Grant affirme que plusieurs experts en écriture soutiennent sa thèse. De plus, l'avocat du couple, Rosemary Carroll, et aussi l'ami du couple, a trouvé une feuille qui ressemble à une page de carnet sur laquelle quelqu'un semble s'être pratiqué à imiter l'écriture de Kurt. Et chaque lettre figurant sur cette page se retrouve comme par hasard dans la partie suspecte de la fameuse lettre. La partie qui semble être ajoutée, ça dit que sa femme et sa fille vont vivre une vie beaucoup plus heureuse sans lui. C'est tellement cliché que ce sont précisément les premiers mots qui viendraient à l'esprit de quelqu'un qui justement souhaiterait faire croire à une lettre d'adieu puis qui n'aurait aucune imagination aussi. Ouais, c'est ça. Puis justement, Kurt Cobain qui a écrit plein de paroles qui... Il se contenterait pas d'un cliché. Bon, je vais me suicider, ça va Il être serait mieux pour plus ma heureux, fille, oui, bye. c'est ça. Hey, ok, putain, Le rapport de police indique que la porte de la serre, n'étant pas munie de serrure, ne pouvait pas se verrouiller de l'extérieur. Ça prouvait, selon la police, que seul Kurt a pu s'enfermer dans la pièce. Mais Grant, parce qu'il a examiné lui-même la porte, il a constaté que la poignée était en fait munie tout simplement d'un bouton pression. Il suffisait de pousser le bouton avant de sortir de la pièce et de fermer la porte pour enfermer le corps dans la pièce. Tout simplement. L'avocate et amie du couple que j'ai nommé auparavant, Rosemary Carroll, a personnellement encouragé Grant à poursuivre son enquête parce qu'elle jure que, contrairement à ce que sa femme a tenté de faire croire à tout le monde, Kurt n'était pas suicidaire. Elle lui a dit aussi que Kurt lui aurait demandé à elle, son avocate, de rédiger un Nouveau Testament qui excluait Courtney de sa succession parce qu'il s'apprêtait à lancer une procédure de divorce. Grant est convaincu qu'il s'agit là du mobile du meurtre. Malheureusement, l'avocate a curieusement jamais voulu faire de commentaires publics ou confirmer ses dires. C'est bizarre, comme si elle avait été menacée par quelqu'un ou quelqu'une. Toujours par Courtney. Tom Grant n'est pas le seul à avoir enquêté sur l'affaire. Il y a eu aussi le documentariste britannique Nick Broomfield qui a réalisé le film Kurt and Courtney pour la BBC en 1996, juste 2 ans après le drame. Broomfield a interrogé plusieurs personnes dans l'entourage du couple,
dont une ancienne babysitter du couple, qui a quitté son emploi pour fuir l'ambiance malsaine qui régnait dans cette maison. Elle dira que Kurt était complètement contrôlé par sa femme. Il ne pouvait même pas parler, exprimer ses opinions sur son bébé, sur n'importe quoi. Dans le film, on voit aussi à plusieurs reprises le père de Courtney qui décrit sa fille comme étant une femme froide et calculatrice, prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Il affirme, son propre père, qu'il est convaincu qu'elle a marié Cobain uniquement pour se servir de son statut de vedette montante du rock afin d'atteindre son but à elle. Et dans plusieurs entrevues qu'il a accordées avant sa mort en 2022 à plusieurs spécialistes de Cobain, Hank Harrison n'hésitait pas à dire que, selon lui, c'était clair que la mort de Cobain était bien due à un meurtre déguisé en suicide et que, toujours selon lui, il n'y a aucun doute que c'était sa propre fille qui était derrière ce crime. Le documentariste a aussi interrogé un certain Dylan Carlson, un ami proche de Cobain, un autre musicien dépendant de l'héroïne, un toxicomane. Ami proche de lui, mais de Courtney aussi. Oui, c'est ça le problème. C'est lui qui aurait acheté l'arme du crime parce que Kurt a tout perdu ses armes qui ont été confisquées et il aimait les armes, mais il s'en servait intelligemment. Quand Broomfield lui demande s'il croyait Kurt suicidaire, il dit non, bien sûr, parce que s'il l'avait cru suicidaire, il lui aurait jamais acheté ce fusil. Et quand Broomfield lui demande s'il pense que son ami ait pu s'être fait assassiner, le musicien, visiblement high, se montre plutôt confus et incohérent. Mais il finit par dire que s'il avait pensé que quelqu'un ait pu tuer son ami, 7 ou 7 personnes seraient mortes depuis longtemps parce qu'il les aurait tuées en retour. Et surtout, Broomfield a également interrogé un certain Eldon Hawke, alias El Duce. Ça, c'est le leader d'un groupe obscur de métal, plus précisément un groupe qui fait du shock rock. Du rock avec une mise en scène extrêmement violente, vulgaire et provocatrice. Et El Duce a prétendu que 2 ans auparavant, Courtney lui a offert 50 000 $ s'il assassinait son mari. But you did some deal with Courtney, right? Yeah. She offered me 50 grand to whack Kurt Cobain. People might think you're not the most reliable witness. Well, that's too bad. You may not be the reliable witness your own self. You know, when she offered me money, God dang, I wish I would have taken it, man. I just didn't think she was serious. But did she tell you how she wanted you to pop she him? says, blow his fucking head off. I got the shotgun. But she didn't say anything about Make making it look like a suicide. Hawke a aussi dit connaître le nom de la personne qui a accepté le contrat. But I know who whacked him. Dans cette entrevue pour Broomfield, El Duce ne paraît pas très sérieux. Il semble plutôt fanfaronner et s'amuser. Mais cette entrevue pour le documentaire n'est pas la seule fois que Hawke a raconté son histoire. Son histoire reste la même chaque fois. Courtney est venue chez lui pour acheter de l'héroïne de son coloc et elle lui a demandé s'il voulait se faire du cash. Il a dit qu'il a cru qu'elle blaguait, mais quand il a appris la mort de Kurt en même temps que le reste du monde, il se trouvait en tournée pour son groupe de Mentors et il a compris qu'elle a dû faire la même demande à un autre type. Offered me to kill Kurt Cobain, and just 2 months after she offers me to do it, her head blown off. And I bet you she got one of her toy boys to do it. Ce drôle de redneck n'est pas la personne la plus crédible, hein? Je l'admets. Mais en 1996, on a demandé à ce Eldon Hawke s'il serait prêt à passer au détecteur de mensonges et Hawke n'a pas hésité. Il a accepté le défi et a répété son affirmation durant 2 différents tests,
sans jamais déclencher le polygraphe qui était conduit par le célèbre docteur Edward Gelb, un spécialiste de renommée mondiale. À la question « Est-ce que Courtney Love vous a demandé si vous voulez tuer Kurt Cobain ?» Le docteur Gelb a dit que la probabilité que Hawk dise la vérité était de 99,91%. Et le docteur a répété la même question lors du deuxième test. Et Hawk a obtenu exactement le même score. Gelb a conclu qu'un homme qui obtient un tel score 2 fois tombe automatiquement dans la catégorie Beyond Deception. Autrement dit, il est impossible, selon l'expert, que Hawk ne dise pas la vérité. C'est fort. Mais tenez-vous bien parce que c'est pas fini. Le plus incroyable, c'est que c'est là que ça devient vraiment, vraiment étrange. Seulement 8 jours après cette entrevue qu'il a faite pour le documentaire, Eldon Hawk a été retrouvé mort, décapité par un train, alors qu'il était apparemment en état d'ivresse. Bon, ça c'est pas étonnant, il était toujours en état d'ivresse. Il n'est pas mort d'une mort banale, mettons. Non. Les résultats des tests de polygraphe qu'a passé Hawk avec ce succès si impressionnant, eux, ne sont pas passés inaperçus. Sur une vidéo de la chaîne YouTube Culture Rewind, j'ai appris qu'un certain Jack Briggs a contacté le département de police de Seattle pour leur parler de ce Eldon Hawk et de ses résultats stupéfiants au polygraphe. Le sergent détective en charge de l'affaire de Cobain, qui s'est rendu le premier sur la scène de mort et qui a classé l'affaire comme étant un simple suicide, se nommait Donald Cameron. Une rumeur veut que Courtney connaissait bien ce Cameron, de même que plusieurs autres officiers du SPD. Il faisait partie des nombreux contacts de Courtney à qui elle graissait la patte régulièrement. Et ce même sergent détective était sur le point de faire face à un renvoi du chef de la police de Seattle, justement pour cause de corruption. Serait-ce possible qu'El Duce se soit fait éliminer non pas par Courtney, mais par des personnes qui ne souhaitaient pas que cet ivrogne gênant fasse des révélations qui auraient pu exposer la corruption du département de la police de Seattle en prouvant qu'ils ont délibérément foiré dans l'affaire de la mort de Cobain? Que le seul type sur la planète dont le témoignage aurait été suffisamment solide pour enfin ouvrir une enquête sur la mort de Cobain se fasse accidentellement arracher la tête par un train? Quelles sont les chances pour qu'une telle chose se produise? Je vous pose la question. You know how they found El Duce? Dead? Found him dead with no head. I did not know that. Yes. He found him on train tracks with his head on one side and his body on the other. Committed suicide? No, it's Courtney Love. En 1999, les journalistes Ian Halperin et Max Wallace ont eux aussi enquêté sur un possible complot. Le duo de journalistes a notamment interrogé le docteur Osvaldo Galletta. C'est lui qui a soigné Cobain après l'incident survenu à Rome. Et le docteur a catégoriquement nié les affirmations de Courtney selon laquelle il aurait extirpé 60 pilules de Rohypnol de l'estomac de Cobain. Il dit c'est complètement faux. En 2016, un autre documentaire choc est sorti, qu'on a vu, intitulé Soaked in Bleach, réalisé par Benjamin Statler, qui adopte le point de vue du détective privé Brent tout le long du film. Le seul homme à avoir enquêté sur l'affaire, parce que la police l'a pas fait. Corrupted. Le réalisateur présente des reconstitutions dramatiques, comme si c'était un film, mais aussi de vraies entrevues et de vrais témoignages, et il utilise de nombreux extraits audio provenant des enregistrements effectués par Brent lors de son enquête. On entend beaucoup de personnes durant le film dans l'entourage de Kurt
qui affirme qu'il n'était en réalité pas du tout suicidaire, encore une fois, qu'il était au contraire un jeune homme très motivé et toujours positif. À l'opposé de l'image de l'artiste torturé et dépressif que Courtney essayait tant de lui coller. On voit un Kurt souriant et heureux dire qu'il ne s'est jamais senti aussi bien et que même ses douleurs à l'estomac sont complètement disparues après qu'un médecin lui ait finalement prescrit le bon médicament en 1992. Il dit aussi que le public prend beaucoup trop au sérieux ses paroles de chansons sombres et dérangeantes, que ce n'est que sa manière à lui d'exprimer sa créativité et que le public a tort d'y voir autre chose. Kurt n'a jamais été dépressif et encore moins suicidaire. On apprend aussi que Dylan Carlson était complètement dépendant à l'héroïne et puisque Courtney lui en fournissait gratuitement et qu'elle payait son appartement depuis des années, Dylan était aussi complètement dépendant de Courtney. Il savait certainement tout, mais il est resté loyal envers Courtney Love parce qu'il n'avait pas le choix. Alors, conclusion. C'est clair, selon nous, Courtney Love a appris d'une manière ou d'une autre que Kurt voulait demander le divorce. Et elle a compris instantanément qu'elle n'allait recevoir qu'une toute petite partie de la fortune de Kurt. Elle a planifié un scénario diabolique parce qu'elle voulait tout le pactole pour elle. C'était nécessaire de faire croire à tout le monde qu'il était suicidaire. Et aujourd'hui, grâce à l'incroyable négligence et l'incompétence sans limite des forces de l'ordre, après 30 longues années, l'arme du crime détruite, le corps de la victime incinéré, elle peut dormir tranquille jusqu'à sa mort, c'est garanti. Elle a réussi son coup et elle ne paiera jamais pour avoir privé le monde d'un des meilleurs artistes qu'il ait connu. Bravo, Courtney. Chapeau. Fuck you. Qu'est-ce que tu as à dire? T'en as long à dire, hein? Moi, le monde qui me connaît, ils savent que moi je déteste Courtney Love. C'est une pute. Le fait que Kurt Cobain ne pourrait pas dire un mot qu'elle a contrôlé depuis le début à la fin. Le fait que 2 fois elle a dit ou 3 fois qu'il est suicidaire et il n'était pas. Le fait que son père dit qu'elle était violente depuis elle était trop petite, elle était agressive, elle a attaqué plusieurs personnes à son école. Lui, son père avait peur d'elle, fait que tout ça ensemble, c'est dégueulasse là. Qu'est-ce que je trouve vraiment triste, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont inspirés par Kurt Cobain, qui se tuaient eux-mêmes, qui s'essaient de suicider, parce qu'ils disent, ben c'est cool, Kurt Cobain s'est suicidé, fait que moi aussi, puis je trouve ça extrêmement triste. Si les enfants savaient... Ouais, et j'aimerais ajouter, si vous voulez en savoir plus, parce que là, on aurait pu en parler pendant 6 heures. Je vous conseille fortement la chaîne YouTube dont j'ai parlé, The American Spy Fox. Vous allez voir plein d'entrevues avec le père de Courtney, avec l'expert, avec plein de monde. Si vous avez encore un doute, je vous garantis qu'après avoir survolé cette chaîne, votre opinion va changer. C'est garanti. Voilà, c'était les deux cas dont on voulait vous parler. Et c'est un nouveau format qu'on essaye. On n'a pas l'intention de changer notre chaîne vers le True Crime. C'est juste un petit aparté. Mais, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous a passionné? Si c'est le cas, mettez-nous des likes! Parlez de notre chaîne. Je sais qu'il y en a qui le font. Commentaires. On a vu qu'il y en a qui partagent notre chaîne. Merci pour toutes les abonnés. Merci du fond du cœur. Si ça vous a plu, j'aimerais le savoir. Parce qu'on a d'autres cas qu'on a vraiment tellement envie de vous parler. Il y a plein de mystères qui ne sont pas résolus et qui sont passionnants pour nous. La final word sur cette vidéo. Qu'est-ce qui est éternel? C'est mon amour pour Kurt Cobain. Et moi pour Marilyn. Et ça va jamais partir. Jamais. C'était mon premier amour. Marilyn, j'avais plus le goût de la prendre dans mes bras et lui dire...
Ça va bien aller. Alors, Merci pour votre attention. et d'ici la prochaine fois, Restez creepy.